That's quite a lot of arms you have. Oh, ces fleurs. La saison 2 de One Piece pullule d'easter eggs, de références et de détails très intéressants à ne pas manquer. Et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Il existe de nombreux types de trésors, et dans la saison 2 de One Piece, les easter eggs sont de loin les plus nombreux. Avec plus de 1000 chapitres dans le vaste manga d'Eiichiro Oda, l'adaptation live-action dispose d'un univers riche et foisonnant, qu'elle exploite pleinement. La saison 2 regorge de clins d'œil, parfois subtils, qui annoncent les événements à venir, reprennent des gags récurrents, font référence à des personnages obscurs du manga et de l'anime. Certains sont plus faciles à repérer que d'autres, mais tous feront rebondir les fans de One Piece devant leur écran, le doigt pointé avec enthousiasme, à l'instar du même de Leonardo DiCaprio. La saison 2 montre la conversation entre Goldie Roger et Monkey D. Garp, peu avant que ce dernier ne le fasse exécuter. Au cours de leur échange, Roger qualifie Garp de héros de God Valley. Bien que cet événement soit récent dans le manga, la bataille de God Valley est la plus importante de One Piece à ce jour. Pour comprendre God Valley, le meilleur point de départ pour les spectateurs de la série est Barbe Noire, le pirate encore invisible qui a chassé Wapol du royaume de Drum. Le père de Barbe Noire était un puissant pirate du nom de Rox Dig-Zebek, membre d'un clan que le gouvernement mondial voulait anéantir. Imu, le dirigeant occulte du gouvernement mondial, a pris possession du corps de Rox et l'a forcé à traquer son propre peuple. Seuls Roger et Garp étaient capables d'arrêter Rox alimenté par Imu. Les deux vieux rivaux s'allièrent donc pour mettre fin au massacre. C'est à ce moment-là que Roger et Garp apprirent véritablement à se comprendre, et c'est pourquoi Roger confie la garde de son fils au vice-amiral. Bien que Garp ait combattu son supérieur à God Valley, les marines étouffèrent l'affaire, le présentant comme le héros qui sauva la situation. La remarque de Roger, héros de God Valley, est significative, car il est l'un des rares à connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Les Manmayer et les Figarland comptent parmi les familles les plus importantes des dragons célestes. Dans le manga, les nouveaux membres des Chevaliers Divins sont Gunko, issu de la famille Manmayer, et Shamrock, de la famille Figarland. Pour rappel, Shanks est également membre de la famille Figarland, ce qui en fait l'une des plus puissantes du monde de One Piece. Les propriétés des Manmayer et des Figarland à Locktown sont aperçues dans le premier épisode de la saison 2. Les Manmayer possèdent un grand bâtiment au centre-ville, tandis que les Figarland tiennent un magasin de vin. Les dragons célestes méprisent les habitants des profondeurs de Maréjoise, mais apprécient particulièrement de s'enrichir grâce à leur commerce. Il y a aussi un quartier de Lockton qui porte leur nom, Nami et Usopp faisant leur course sur la place Figarland. Pandaman est la mascotte d'Eiichiro Oda et apparaît constamment dans le manga, en arrière-plan des scènes de combat, au milieu des foules, etc. L'adaptation respecte cette tradition et on aperçoit Pandaman à plusieurs reprises dans la saison 2. Les apparitions les plus notables ont lieu à Locktown, où des jouets à l'effigie du panda sont disponibles à la fête foraine. Sanji arborait un tablier avec un panda sur le Vogue Mary dans l'épisode 3. Et on peut également apercevoir ce visage familier sur le journal de Mr. Five. Dans la continuité de la première saison, l'affiche de la prime de Pedro est placardée sur les murs de Locktown. Pedro intègre temporairement l'équipage du Chapeau de Paille durant les arcs de Zou et de Whole Cake Island. Son sacrifice restera jamais gravé dans le cœur des fans de One Piece, et c'est un plaisir de retrouver un clin d'œil à son histoire dans l'adaptation. L'arc de Lockton dans l'anime comprend un épisode hors série où Luffy visite un bar désert. Il apprend du barman, Raoul, que Roger y avait ses habitudes et que, plus jeune, Raoul servait le roi des pirates. Lorsque Raoul, dans le présent, entend Luffy déclarer vouloir suivre les traces de Roger, il perçoit une ressemblance troublante entre les deux pirates, comme s'il assistait à la naissance d'une nouvelle ère de la piraterie. La série, on le comprend, n'adapte pas cette scène, mais elle y fait référence. Le personnage de Smoker se rend chaque année au bar où Roger a bu son dernier verre avant de se rendre, pour se remémorer sa mission chez les marines. Durant cette scène, Smoker appelle le barman Raoul, un clin d'œil à l'épisode hors série de l'anime One Piece. L'adaptation a déjà dévoilé quelques bribes de l'enfance de Luffy au village du Moulin à Vent, où il a grandi auprès de Shanks et Makino, avec quelques interventions de son grand-père. Longtemps après l'incident où Shanks a perdu son bras, Luffy a cependant grandi avec une bande de brigands des montagnes. La chef
de la bande s'appelait Dadan, et elle est devenue la figure maternelle la plus proche de Luffy durant son séjour au village du Moulin à Vent. Dadan a également contribué à élever Ace, le fils de Roger, les 2 enfants lui ayant été confiés par Garp. Même s'ils ne s'entendaient pas toujours bien, Luffy garde un bon souvenir de Dadan, et le fait que le capitaine au chapeau de paille marmonne 5 minutes de plus Dadan lorsqu'il se réveille devant la maison de Crocus dans l'épisode 2 est une excellente référence à cela. Le manga révèle finalement que le fruit du démon de Luffy n'est en réalité pas le fruit du Gum-Gum, mais le fruit Ito Ito no Mi, modèle Nika. En clair, ce fruit le transforme en l'incarnation vivante de Nika, le dieu soleil, célèbre dans tout l'univers de One Piece pour une danse bien particulière. Cette danse évoque une personne courant, les bras et les jambes formant des angles droits exagérés, et un sourire niais ornant le visage du danseur. Dans le 2e épisode de la saison 2, alors que Luffy chante pour apaiser la boune, il adopte brièvement cette posture, préfigurant ainsi son lien secret avec le dieu soleil. Dans la saison 2, Usopp raconte ses histoires à dormir debout à Brogy, évoquant un combat contre un monstre top avec un marteau de 5 tonnes. Dans l'arc Alabasta du manga, Usopp et Chopper affrontent effectivement une agente de Baroque Works dont le fruit du démon la transforme en top. Et Usopp utilise bien un marteau dont il prétend qu'il pèse ce poids. Dans l'univers de One Piece, il est courant que les mensonges de Usopp finissent par se réaliser, et il mentionne même une top géante dans la scène où Kaya est évoquée. Cependant, il semblerait que la série fasse référence au monstre top maintenant parce qu'elle n'a pas l'intention d'adapter le combat d'Usopp contre l'agent de Baroque Works dans l'arc Alabasta de la saison 3. En effet, l'agent que Smoker affronte dans la série utilise la même technique de baseball que le monstre top d'Usopp. Étant donné que l'adaptation utilise des blagues sur le baseball et que Usopp mentionne un monstre top dans la saison 2, il est peu probable que nous voyons Usopp combattre un monstre top jouant au baseball dans la saison 3. Dory et Brogy sont tous deux des fins gourmets et évoquent une douceur d'Elbaf appelée Semla lors de leur rencontre avec l'équipage du chapeau de paille. Le Semla est omniprésent dans les flashbacks de Big Mom, futur antagoniste et membre des 4 empereurs. Grâce à sa force colossale, Big Mom a passé une partie de son enfance à Elbaf, parmi les géants, bien qu'elle n'en soit pas une elle-même. Cette situation s'est mal terminée pour les géants, victimes de l'appétit vorace de Big Mom pour les sucreries. Le Semla était, comme chacun sait, l'une de ses friandises préférées. Eiichiro Oda est célèbre pour ses dessins en silhouette de personnages n'ayant pas encore fait leur apparition dans le manga. Lors de la première mention d'un antagoniste majeur, Oda le représente généralement par une ombre grossièrement dessinée. Mais lorsqu'il apparaît enfin pleinement, il ne ressemble plus du tout à sa silhouette originale. Ce fut le cas pour Kaido, Big Mom et bien d'autres personnages de One Piece. Un autre exemple est celui du géant Loki, prince d'Elbaf. Loki fut d'abord représenté comme une forme sombre et informe aux traits fins et coiffé d'une couronne à 3 pointes, avant de faire son entrée fracassante dans son premier chapitre avec de longs cheveux, des bandages sur les yeux, un casque à cornes et une musculature imposante. L'une des figurines en bois sculptées par Dory dans l'adaptation est une réplique exacte de la silhouette originale de Loki tirée de l'anime et du manga. Et Loki n'est pas le seul clin d'œil parmi les figurines de Dory. Juste derrière celle de Loki et Brogy se cache une troisième qui ressemble étrangement à Nika, ou plutôt à Luffy en Gear 5. La sculpture arbore l'épée de Nika, la même coiffure ondulée, la même expression caricaturale et la même aura vaporeuse. Les géants vénèrent Nika comme l'une de leurs divinités principales, et le dieu soleil est même mentionné dans la saison 2. Il est donc tout à fait logique que Dory ait créé une telle figurine. Par ailleurs, il est amusant de constater que le Luffy d'Inaki Godoy se trouve à quelques pas seulement d'une figurine le représentant dans le futur. Lorsque Sanji s'infiltre dans la maison de cire de Mr. Tree à Little Garden, il découvre des dossiers contenant des images de ses compagnons de l'équipage du chapeau de paille. Un procédé similaire est utilisé dans l'anime et le manga, mais la version live action y ajoute une subtilité. Les dessins ressemblent fortement aux versions animées des personnages. La ressemblance est moins évidente avec le dessin de Luffy qui ressemble trait pour trait à Inaki Godoy, mais les images de Zoro et Nami sont tirées directement de l'anime. Lorsque Mr. Five ouvre un journal pour narguer Vivi avec de nouvelles accablantes d'Alabasta, un titre annonce « La célèbre animalerie d'East Blue rouvre ses portes ». En y regardant de plus près, il semblerait que l'animalerie de Chouchou soit de nouveau en activité. Chouchou est, bien sûr, la chaîne d'Orange Town que l'équipage du chapeau de paille a libérée de l'emprise de Baggy lors de la première saison. Il semblerait que, sans clown tueur pour les terroriser, les habitants d'Orange Town retrouvent peu à peu une vie normale.
On trouve également une mention de Water 7 dans le journal de Mr. Five. Cette île cruciale sera visitée prochainement par l'équipage du Chapeau de Paille, probablement lors de la 5e saison de la série si le rythme actuel se maintient. C'est à Water 7 que l'histoire de Nico Robin est révélée, que Luffy s'oppose au gouvernement mondial et que Franky, le charpentier naval, rejoint l'équipage. La mention d'une certaine Barbara Troy dans l'article de Water 7 n'a rien à voir avec l'univers de One Piece, mais pourrait être un clin d'œil personnel pour Randy Troy, scénariste de la série. Tout comme dans l'animé et le manga, un flashback nous montre un ancien conseil mondial auquel Vivi assistait enfant. Wapol et Cobra ont une altercation verbale. Wapol frappe la jeune Vivi et Dragon est évoqué comme une menace potentielle pour le gouvernement mondial. Toutefois, l'adaptation ajoute quelques détails. Wapol fait référence à l'assassinat de la reine des hommes poissons, en l'occurrence la reine Otohime, tuée par le sinistre Odie Jones. Lorsque l'équipage du Chapeau de Paille atteint finalement l'île des hommes poissons, cet assassinat devient un élément majeur en raison de son impact dévastateur sur les relations entre humains et hommes poissons. Luffy, quant à lui, tient Odie Jones personnellement responsable de ces crimes. Au cours de cette même scène, Wapol mentionne que le grand corsaire des hommes poissons n'a pas pu empêcher la mort d'Otohime. Il s'agit d'une référence directe à Jinbei. Bien qu'il soit l'un des 7 grands corsaires au moment où se déroule l'histoire, Jinbei aura perdu son poste au moment de sa rencontre avec Luffy, mais deviendra finalement un membre précieux de l'équipage du Chapeau de Paille. Seule la moitié du passé de Sanji a été révélée dans l'adaptation live-action. L'histoire complète n'est dévoilée que dans l'arc de Whole Cake Island. Lors de ce flashback, le jeune Sanji subissait des violences physiques de la part de son père et de ses frères et sœurs, qui le considéraient comme un échec. Il détestait sa passion pour la cuisine, mais malgré toute cette haine, l'enfant préparait des repas pour sa mère malade. Alors que Sanji soignait Nami en lui préparant de bons petits plats, il lui confia qu'il cuisinait lui-même de piètres repas pour sa mère malade. L'équipe de l'adaptation live-action a brillamment intégré un pan du passé tragique de Sanji comme un clin d'œil dans la saison 2. Voilà tous les plus gros easter eggs que nous avons repérés dans la saison 2 de One Piece. N'hésitez pas à poursuivre la liste des autres dans la zone commentaire. Et toi, quel est ton easter egg préféré dans la saison 2 de One Piece? Dis-le moi dans les commentaires. Un superbe travail de référence et de détails à ne pas manquer qu'il ne fallait pas manquer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.